Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Quand les prix des hydrocarbures ont crevé le plafond des prix et que l'Algérie croulait littéralement sous le poids des montagnes d'argent qui lui étaient tombées sur la tête, le régime fut tellement débordé de richesses qu'il ne sut plus quoi en faire. L'oligarchie entreprit de créer une plutocratie qui ne tarda pas, tout naturellement, à se transformer en mafiocratie, où le pouvoir, la corruption, la violence politique et le pillage systémique étaient devenus la nature même du système. Puis, dans la foulée, le régime décida de noyer dans la masse la douzaine de généraux qui tiraient les ficelles du pouvoir, en leur créant, quoi ? Des centaines de généraux, d'autres généraux, une armée de généraux, dont certains mènent une vie de gros nababs. Puis, comme l'argent continuait de pleuvoir en des masses inépuisables, le régime qui avait enrichi son noyau et ses premiers cercles concentriques commença à arroser de plus en plus de gens pour en faire des alliés naturels, des remparts pour le défendre qui lui deviendraient attachés par les liens du profit et des privilèges. Ce furent vraiment des millions de gens qui profitèrent un tant soit peu à des niveaux divers et variés de la généreuse manne que le régime venait d'ouvrir. Les membres des services de sécurité, police, gendarmerie, armée, furent tous augmentés, parfois à plus de 100% de leur salaire et traitement, avec effet rétroactif jusqu'à, pour certains, 3 années de rappel. C'est pourquoi, parmi ces membres, certains seraient capables de tuer père et mère plutôt que de laisser quiconque menacer la pérennité de ce régime qui leur a offert ce qu'ils n'espéraient même pas en rêve. Logement, argent, crédit à la consommation, crédit d'investissement pour leurs enfants et autres privilèges. Mais ils ne furent pas seuls. Les députés, les hauts fonctionnaires, les patrons de presse, les zama capitaines d'industrie et jusqu'aux dizaines de milliers de jeunes bénéficiaires de microcrédits. Tout autour de cette grande zerda, de ce gros gueuleton pour des gloutons, des centaines de milliards de dollars furent injectés dans le marché et canalisés, bien sûr, de façon à finir dans les poches des clientèles et des parentèles du régime. Importation de véhicules, de médicaments, de produits de consommation courante, d'électroménagers, d'articles en tout genre, qui tous étaient entre les mains des parents et des clients des barons du régime. Les ports algériens étaient tellement saturés qu'il fallut créer des ports secs, qui tous, bien sûr, sans aucune exception, furent attribués à des enfants et des parents des mêmes barons du régime. En parallèle, les partis politiques marrons, les épiceries politiques comme on les appelle le petit peuple, y compris certains dits de l'opposition qui n'étaient là que pour tromper l'ennemi, étaient eux aussi arrosés à profusion. Plus de 53 chaînes de télévision privées furent autorisées de façon juste formelle, sans rien d'écrit, à émettre depuis l'Algérie, à la seule condition de rester dans le strict cadre d'une subtile autocensure. Des centaines de journaux écrits furent autorisés, dont certains ne servaient qu'à capter de la pub et qui allaient de l'imprimerie au pilon sans même passer par les kiosques. Et ainsi, du jour au lendemain, l'Algérie devint un immense bazar chinois, au point où nos voisins des pays limitrophes venaient faire leurs achats à l'Elma, Tejnant et autres souks Dubaï. De la même manière que des milliers de tonnes de produits alimentaires subventionnés et des millions de litres de carburant passaient régulièrement dans les pays limitrophes par des réseaux contrebandiers qui tous, sans aucune exception, sont sous la coupe de barons du régime.
Et c'est ainsi que des fortunes à peine imaginables, environ 1000 milliards de dollars, furent engloutis dans le grand n'importe quoi. Les principaux bénéficiaires en furent bien sûr, comme je l'ai dit et redit, les barons du régime et leur clientèle, qui étaient partout où transitait et où aboutissait cet argent. Une fortune qui aurait pu reconstruire de fond en comble tout le pays, revivifier son agriculture, son artisanat, son industrie, son tourisme, son école, son université, son système de santé, ses routes, assainir son urbanisme et le propulser au niveau qui aurait dû être le sien s'il n'était tombé entre les mains de bricoleurs dont l'incompétence le dispute à l'indélicatesse. Mais malgré tout cet argent, qui en fait n'a vraiment profité qu'à une partie de la population, peut-être entre 20 et 30% des Algériens, dans le meilleur des cas, une grosse majorité continuait à végéter dans l'indigence et la difficulté de pouvoir satisfaire à des besoins les plus vitaux, comme de s'alimenter suffisamment et sainement, de se vêtir ailleurs que dans les déchetteries, de se soigner dans des hôpitaux à peu près normaux, d'assurer le transport à ses propres enfants qui se rendent à l'école à 15 ou 20 kilomètres plus loin que le domicile, de pouvoir vivre avec leur salaire ou leur pension de retraite, ou pour des millions de gens de pouvoir trouver un emploi qui leur permette de vivre seulement. Au lieu de cela, des hôpitaux mouroirs, pas de médicaments, pas de traitement antidouleur, des soins exécrables, une prise en charge défaillante pour des malades chroniques au moment où il était définitivement entré dans les mœurs, que les barons et les clients du régime ne se soignent plus dans les hôpitaux algériens. Ils se soignent dans les hôpitaux occidentaux, de préférence français, souvent aux frais de la sécurité sociale. Que dis-je souvent? Toujours aux frais de la sécurité sociale. Des écoles qui servent de laboratoire à des ministres qui sont plus dans l'idéologie que dans la pédagogie. Une presse muselée par un ministre qui avait gagné son portefeuille juste en faisant une chronique dithyrambique pour le président. Une université dont les seuls critères qui la distinguent sont le plagiat et le chantage aux notes qu'on fait aux étudiantes. Des routes et une autoroute réalisées à plusieurs fois leur prix logique et qui se distinguent désormais par le nombre de trous qui les parsèment. Une corruption du plus haut au plus bas des appareils et des institutions de l'État. Au point où les corrompus ne se cachent plus, sont trop nombreux. Le plus grand syndicat du pays, l'UGTA, devenu désormais le repère de malfaiteurs qui se sont spécialisés dans la captation des sommes, des œuvres sociales et des prébendes en tout genre. Des milliers de jeunes qui se jettent à corps perdu dans des hargas pour traverser la Méditerranée et quitter ce pays qui est devenu pour eux un enfer. Et surtout, une déliquescence civique généralisée. Dans une société du chacun pour soi, du du tag et dans le même temps, des millions d'Algériens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Des millions de chômeurs qui ne figurent même pas dans les statistiques. Des millions d'handicapés ou qui n'existent même pas dans la vie de tous les jours, si ce n'est l'indemnité mensuelle qui leur est consentie pour vivre, 4000 dinars, l'équivalent de 25 € par mois. La prostitution qui fait des ravages et qui a atteint des chiffres que nous n'osons même pas livrer. La drogue qui s'est généralisée à un point où elle ne choque plus. C'est devenu comme du tabac. Une délinquance juvénile qui crève tous les plafonds des statistiques, des guerres de gangs en plein centre-ville. Et puis, pour que la fête soit totale, voici que le même régime, qui traitait d'oiseaux de malheur, quiconque osait avertir que la prospérité, qui servait à maquiller la vérité algérienne, était juste illusoire, que la bulle dorée n'allait pas tarder à crever. Ben voilà que ce même régime vient aujourd'hui nous dire, non pas qu'il rend le pouvoir aux Algériens, non pas qu'il demande pardon, non pas qu'il a fourvoyé le pays, non pas qu'il assume ses erreurs et ses turpitudes, mais pour nous dire que c'est lui qui va affronter les effets de ces mêmes errements.
Al-La'ab Hamida ou Racham Hamida. Et que va-t-il faire, à votre avis? Réduire la voilure, bien sûr. Non pas pour lui, pour ses parents, pour ses clients, pour ses troupes, pour son FLN, pour son RND, pour son Parlement, son train de vie, ses dépenses somptuaires, ses protocoles dorés, les soins de ses membres dans des hôpitaux et des cliniques outre-Méditerranée et autres luxes tapageurs. Non. C'est le plus petit qui doit se mouiller, bien sûr. Comment? En payant la facture, en se faisant compresser de son poste, en payant plus cher des produits de première nécessité, en n'accédant plus à certains soins. Et qui va légaliser ces mesures, ou qui les a déjà légalisées en levant la main? Eh bien, qui d'autre que les Zama représentants de ce même peuple, Zama, qui ont été élus par la fraude et le bourrage des urnes. Et dans le même temps qu'ils donnent leur accord pour saigner les plus faibles, ces députés qui sont en fin de mandat, qui doivent partir incessamment, revendiquent une grosse indemnité de départ. Juste ça. Aujourd'hui. Le point, Slim Othmani. En Algérie, on vit une fin d'époque. La rédaction. Le matin, la loi de finances est une déclaration de guerre. Ton Louisa Hannoun, par Yassine K. Impact 24, FFS. La loi de finances fait payer les Algériens et épargne les barons, par MM. Loi de finances 2017. Planquez-vous! C'est le titre de l'émission d'aujourd'hui. J'ai le plaisir, pour en parler, de recevoir sur ce plateau Sari Camille. Merci d'être avec nous. Je vous présenterai dans un petit moment. Bouzid Ichalalen, journaliste. Bonsoir. Merci. Au téléphone depuis Alger, Farhat Aïtali, expert financier, qui a l'habitude de hanter ces lieux. Et Amina Mghraoui, syndicaliste de la SNAPAP, qui est une aussi fidèle habituée du top 3. Tout à l'heure, Bouzid Ichalalen, quand j'ai dit et qui a donc voté pour cette loi de finances, je vous ai vu hocher la tête. Ben oui. Vous voulez en parler, je suppose? Ben oui, en fait, parce que l'année passée, lors du vote de la loi de finances 2016, avant qu'on en parle de la loi de finances 2017, j'ai suivi tout le processus et toutes les séances plénières à l'APN, l'Assemblée nationale populaire, et j'ai assisté à un fait que je n'oublierai jamais. Je ne sais pas si vous vous souvenez bien de l'article 66 de la loi de finances 2016. Non, pas très bien. Qui stipulait que le ministère des Finances aura les prérogatives de modifier les budgets qui vont être votés à l'APN, l'Assemblée nationale populaire. D'accord. Et les mêmes députés ont voté oui. Donc du coup, ceci veut dire que les députés, si on vote un budget à l'APN ou pas, ça ne changera rien. Puisque le ministre peut les changer effectivement. à posteriori. Donc oui. Que peut-on attendre de députés qui ont approuvé et voté une loi pareille? Une loi qui extirpe de leurs attributions des prérogatives qui leur sont dévolues par la Constitution. Et j'étais marqué particulièrement par une image d'une députée du FFS qui s'appelle Hayat Tayati, qui allait pleurer lors de l'adoption de cette loi. Elle a essayé avec tous les moyens d'expliquer aux députés qu'il ne fallait pas voter cet article, mais la pauvre, elle a fini par voter. Non, elle n'a pas voté. Si je me souviens bien, les députés du FFS, ils n'ont pas voté ou ils ont voté contre. Et le fait qu'ils votent ou qu'ils ne votent pas, les députés, pour parler vrai, ils apportent une caution. Au contraire, quand ils ne votent pas, parce que de toute façon, qu'ils votent, qu'ils ne votent pas, ça ne change rien. On est d'accord. Mais le fait qu'ils ne votent pas, ils apportent une caution extraordinaire au régime, qui s'en targue, qui revendique cet aspect des choses. Il dit, regardez dans mon Parlement,
vous dites que c'est moi qui ai fait ce Parlement, que c'est un Parlement... Mais regardez, il y a des gens qui ne votent pas. Il y a des gens qui votent contre. Oui, mais donc, concrètement, ça ne changera rien. Qu'ils votent ou pas, franchement, ça ne changera rien, vu que la majorité, c'est le FLN et le RND qui détiennent la majorité. Donc, du coup... Mais leur présence, c'est une caution, en soi. C'est une caution ne serait-ce que morale. C'est-à-dire reconnaître que c'est un État, que ce n'est pas un régime, que ce n'est pas une mafiocratie, puisqu'ils ont participé à la grande... Je ne dirais pas que c'est une caution, mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour empêcher de telles lois de passer. Ne pas faire partie de ce Sénat. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? On a l'exemple du RCD qui ont gelé leur activité, par exemple, au Parlement, mais concrètement, ça ne changera rien. Alors, Camille, que je retrouve la présentation, je suis désolé. Donc je vais vous laisser vous présenter. Vous avez enseigné à la Sorbonne, vous avez enseigné à Alger, vous avez enseigné en Algérie, au Cameroun, au Sénégal. Oui, tout à fait. En fait, moi j'ai une double casquette, une casquette de chercheur universitaire, c'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé sur les problèmes financiers internationaux, les taux de change dans le monde, dans les grandes devises. Et vu que j'ai beaucoup travaillé avec dans le cadre d'une association, j'ai emmené beaucoup de sociétés en Algérie et dans 62 pays. Et je rappelle que en 87, j'étais le premier à parler de la nécessité de nouer des relations de partenariat d'égal à égal avec l'Algérie. J'ai dit que les sociétés françaises et même les autres sociétés ne devraient pas se contenter d'écouler leurs marchandises dans des conditions qu'on connaît, mais qu'il faut vraiment créer des joint ventures, créer de l'emploi et des entreprises industrielles. Et tout ça, malheureusement, ça n'a pas donné beaucoup de résultats parce que la productivité en Algérie était faible. Et puis surtout, le modèle algérien, que j'ai qualifié de soviétique, Maintenant, soviétique ? Non, je parle, il faut bien s'entendre sur les termes. Le modèle qui était instauré, l'industrie industrialisante, c'est un modèle... Oui, là c'est les années 70. Voilà, 70, qui était basé sur des entreprises publiques, une décision centralisée, qui n'a rien à voir avec une économie normale de marché, d'où le favoritisme, d'où... Oui, mais là, c'est du passé. Entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts. Oui, bien sûr. Après, malheureusement, on n'est pas sorti. Là, il n'y a plus d'industrie. Là, je vous rassure, voilà, l'industrie, elle n'existe plus. Elle n'existe plus, voilà. Bien sûr. Ils ont renvoyé les travailleurs sous prétexte de restructurer. Oui. Ils ont envoyé les gens chez eux. Ils ont vendu le patrimoine industriel à leurs petits copains. Et ils ont transformé l'industrie algérienne en bourgeoisie comprador, ça veut dire des gens soit qui importent seulement le produit qu'ils vendent, soit qui font de la transformation en nous faisant croire qu'ils font de la production. Voilà. On connaît même le cas de gens qui achètent des téléviseurs, écran à part et l'arrière à part, et qui placent 4 vis dans des usines et ils disent fabricants de téléviseurs. Oui, bien sûr, ça c'est classique, on connaît un peu ce qu'on appelle les usines tournevis justement, et on peut même mettre... Et ils ne payent pas d'impôts, ils ont des facilités fiscales extraordinaires. Ce qui est dommage, c'est qu'il y avait un outil industriel très puissant, mais qui a été mal géré. Très mal géré. Puis il y avait aussi ce qui appartenait à l'État n'appartient à personne. Il y avait des dysfonctionnements majeurs. Il y avait aussi beaucoup de corruption. C'est-à-dire que les marchandises issues de ces usines ne se vendaient pas au prix de marché de façon transparente. Absolument. C'était pas le prix coûtant, c'était le prix subventionné par l'État. Mais ce qu'il faut savoir, c'est depuis la période Chadli jusqu'à nos jours, s'est développée une économie parallèle, une économie parasitaire qui était basée sur les importations. Restez avec nous. Au lieu de la production, moi je défends
l'industrie, la réindustrialisation, la production qui génère des emplois, qui génère de la création de richesses, au lieu des importations qui favorisent un monopole ou un oligopole, chacun s'accapare un secteur, et ça c'est... Excusez-moi, parce que nous avons des invités d'Alger que nous risquons de perdre. Yamina Amghraoui, vous êtes avec nous, merci, vous êtes syndicaliste à la SNAPAP. Merci d'être avec nous, Yamina Amghraoui. Merci. Yamina Amghraoui, alors... le gouvernement Sedlel a annoncé de façon claire, publiquement, lors de la réunion avec les Walis, qu'il n'était plus question de négocier la question des retraites. Dans le même temps, à peu près à 2 jours d'intervalle, où Yahya a dit qu'il faut se préparer à une grosse crise et que l'État ne pourra bientôt plus, écoutez bien ce qu'il a dit, ne pourra bientôt plus payer ses fonctionnaires. Oui, c'est oui qui le dit. Et donc, vous-même, comment vous prenez de telles déclarations et déclarations de guerre, des gens qui veulent jeter de l'huile sur le feu? Comment avez-vous reçu ces déclarations? Donc, bonjour tout le monde. J'aimerais vous dire que... allô? Oui, on vous écoute, Yamina Amghraoui. Très bien, donc ces déclarations ne nous étonnent plus parce que nous sommes assez préparés. Donc ce qui s'est passé en 2016, donc tout ce qui vient du pouvoir ne nous étonne plus. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est que d'abord, comment contrecarrer ces mesures? Comment justement mettre en place des activités ou des actions qui pourraient justement rendre confiance au niveau des citoyens pour qu'il y ait une prise de conscience active? Parce que ce ne sont pas les informations qui manquent, ce ne sont pas les scandales qui manquent, ce ne sont pas... Donc, tout est couché à l'électron. Tout ce qu'il y a comme malversation, comme corruption, comme mesures antisociales ne sont plus à démontrer. Donc, même argumentaire. Donc, je crois que nous sommes à une autre étape sur comment agir. Ben justement, Yamina Amghraoui, justement, vous m'amenez tout naturellement à la question que je voulais vous poser. On sait tous maintenant, mais on n'a pas besoin d'être expert en la matière pour savoir que ce sont les travailleurs, les chômeurs, les retraités, les nécessiteux qui vont payer les pots cassés, la dalle va leur tomber sur la tête, ça va être très dur pour eux. Alors, comment comptez-vous réagir? Et d'abord, est-ce que vous avez les moyens de réagir? Est-ce que vous avez la possibilité de pouvoir réagir? Écoutez, nous, on dit toujours que la répression renforce la conviction. Je le dis, je le répète, la répression renforce et consolide la conviction. Donc, comment dirais-je, la lutte ou le militantisme syndical est confronté à de multiples répressions. Nous le savons parfaitement, mais nous n'allons pas donc subir, parce que ce pouvoir aveugle et sourd à nos exigences ne va pas s'arrêter là. Ça va devenir de pire en pire et c'est pour ça que nous devons réagir. Et d'ailleurs, nous avons pris l'initiative de nous organiser, de faire une marche contre toutes les mesures hostiles aux citoyens, hostiles aux couches, aux catégories socio-professionnelles vulnérables. Nous avons fait cette marche à Bougie. Nous l'avons faite il y a un mois à Tizi Ouzou. Nous allons la refaire dans d'autres régions. Et nous continuons justement à sensibiliser, nous continuons à résister, nous continuons justement c'est la seule façon de Restez avec nous, Yamina Amghraoui. Farhat Aitali n'est plus avec nous. On essaye de le joindre de nouveau parce que c'est très très important, il a des choses à nous dire. Farhat Aitali. Alors, Bouzid Ichalal,
Maintenant, ça ne fait plus aucun doute. Hein, l'État algérien, pour l'appeler comme ça, n'a plus les moyens de sa politique. Laquelle politique consistait seulement à anesthésier les masses. Hein. Ça a été dit avant Ouihia par Célèle Constantine, je pense au mois de septembre ou au mois d'octobre. Oui. Donc même lui, il a dit que l'État, il a dit texto, il a dit si l'État arrive à payer les salaires des salariés d'ici la fin de l'année, déjà on est bien. Du coup, ça ne m'étonne pas que Ouihia confirme ce que son Premier ministre. Et venant d'Ouihia, qui accusait de main étrangère quiconque disait le dixième de ça, il dit l'État n'aura bien plutôt plus la capacité de payer ses fonctionnaires. Oui, mais les chiffres, ils sont là. Déjà, le fonds de régulation des recettes budgétaires, l'année passée, ils ont enregistré un déficit de 13 milliards de dollars. Déjà, il faut que les gens comprennent que quand on dit que l'Algérie possède 130 milliards de réserves de change, ce n'est pas les 130 milliards que dépense l'État. Oui. Ça, c'est des réserves de change. Oui. Mais l'État utilise le fonds de régulation pour qui est à zéro. Quoi. Voilà. L'année passée, ils ont enregistré un déficit de 13 jusqu'à la fin 2015. Si on arrive à joindre M. Aït Ali, je pense qu'il pourra nous confirmer ça. Mais en fin 2015, ils ont enregistré un déficit de 13 milliards de dollars. Déficit. Donc, de déficit. De dollars, je pense. Ouais. Le déficit. Donc M. Aït va nous confirmer ça. Donc déjà l'année passée, ils étaient en déficit. Et le pétrole de 2015 à 2016, il n'a pas bougé. Il a été autour des 50 dollars. Ouais. Il n'y avait pas grand chose de différence. Du coup, je pense que l'État, les mesures qui ont été prises dans la loi de finances 2017, c'est des mesures qui vont pousser l'Algérie qui vont pousser le peuple à, je pense, à réinvestir la rue, parce que les gens ne pourront plus subvenir à leurs besoins. Parce que mais pourtant, aujourd'hui, Bouzid, quand vous voyez le marché algérien, les marchés sont pleins de tout, des grandes surfaces qui regorgent de victuailles, d'électroménagers, des voitures toutes neuves de toutes les marques, des produits de consommation de luxe, depuis le plus grand luxe jusqu'aux produits chinois, des voitures qui circulent, vous ne pouvez même pas faire 100 mètres en 2 heures. Tellement il y a des voitures. Ils sont arrivés à importer pour 6 milliards jusqu'à 8 milliards de dollars par an de véhicules. Ouais. Et puis, d'un coup, comme ça va s'assécher. Les marchés vont se vider. Attendez, il faut faire la différence. Quand on parle, il ne faut pas rester à Alger ou au nord du pays. Il faut y aller au sud du pays. Moi, j'ai visité pratiquement toutes les wilayas d'Algérie. Et il faut y aller là où les gens ne peuvent vraiment pas acheter le lait, le pain, etc. Là-bas, vous ne trouvez pas les produits de luxe. Oui. Déjà, à peine trouver un sachet de lait ou acheter une baguette, déjà vous êtes bien. Il faut aller à Tamarasset, il faut aller à Pchar, il faut aller dans d'autres wilayas. Donc les gens n'ont pas les moyens. Parce qu'après, quand on est sur Alger, les grandes entreprises, les multinationales, elles sont toutes implantées à Alger et autour. Donc du coup, les gens, ils occupent de bons postes et ils ont les moyens peut-être pour le moment de se permettre de s'acheter des produits haut de gamme. Mais on commence à voir qu'il y a des problèmes. Dans les hôpitaux, le professeur Bouzid, le fameux cancérologue, a averti il y a une dizaine de jours que le médicament principal pour la chimiothérapie n'était plus disponible. Oui, le médicament. D'autres ont dit que ce médicament était dilué dans de l'eau pour pouvoir soigner plus de personnes. Le lait, il n'y a plus de lait. Les gens franchement, diluer un médicament dans l'eau, je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas accepter ça. Mais le manque de médicaments, oui. C'est une vérité amère, si on peut dire comme ça. Il n'y a pas de. C'est vrai que le ministère de la Santé, moi-même j'ai posé la question au directeur de communication, M. Belkacem Slim, il a démenti, il nous a dit que nous avons arrêté l'importation de médicaments, mais il y a des molécules qui sont produites localement. Mais en vérité, concrètement sur le terrain, moi, durant mon séjour en France, j'ai été contacté par plusieurs personnes pour leur amener des médicaments vers l'Algérie. Oui. C'est un tout petit exemple pour vous dire qu'il y a un vrai manque de médicaments en Algérie. Et ce n'est pas le seul secteur qui est touché par ça. Tous les secteurs sont pratiquement touchés. Si on augmente 2% la TVA, comme mentionné dans la loi de finances 2017 qui vient d'être adoptée, c'est tous les produits qui vont augmenter. Et cela va créer une inflation, parce que les salaires n'ont pas bougé. Absolument. Déjà d'après, c'est une information à confirmer, j'ai eu écho que le ministère de l'Intérieur va supprimer une prime, je pense, de 1000 dinars sur tous les salariés, pour tous les salariés. Les fonctionnaires. Du coup, c'est un très mauvais signe, c'est un signe de crise. Du coup, si le pouvoir d'achat, parce que si on n'augmente pas les salaires
et tous les produits vont augmenter, le pouvoir d'achat va diminuer. Donc on a un pouvoir d'achat qui va se réduire. Donc les gens ne pourront plus subvenir à leurs besoins. Alors nous venons d'être rejoints par Abdou Semmar. Abdou Semmar, merci d'être avec nous, Abdou. Abdou Semmar qui est journaliste, directeur d'Algérie Focus. Abdou Semmar. Abdou Semmar. Bonsoir, je vous entends. Bonsoir Abdou. Je vous entends, alors, Abdou Semmar, donc voilà, la loi de finances a été votée. Par qui vous savez, les plus petits doivent se planquer, ça va tomber. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur et ce vote des députés, des députés qui demandent des augmentations pour eux, une prime de départ faramineuse, et de ces mesures qui vont toucher les plus petits? Moi, j'ai eu l'occasion de m'exprimer, j'ai fait une chronique de 17 pages qu'on a diffusée. Cette loi, c'est la loi de la honte. C'est une loi qui a été taillée sur mesure pour les riches. C'est une loi qui a été taillée sur mesure pour les oligarques. C'est une loi qui va tuer le pouvoir d'achat, qui va tuer les awali, qui va tuer le portefeuille du pauvre pour laisser les riches encore s'enrichir davantage. Il y a une augmentation de taxes, on peut le comprendre, il est même légitime, on peut en discuter. Et qu'on augmente toutes les taxes qui concernent uniquement les secteurs où les pauvres, où les gens, les bourses modestes vont souffrir, alors qu'il n'y a même pas l'impôt sur la fortune. L'impôt sur la fortune a été retiré suite aux réclamations du RND et du FNN, qui sont deux partis politiques noyautés par les oligarques, financés par Khabshkara, et qui obéissent aujourd'hui à des agendas qui ne sont plus politiques, des agendas de mafia. Aucun impôt. Il y avait une proposition pour qu'il y ait un impôt sur chaque fortune qui dépasse les 5 milliards de centimes. L'Algérie fait partie des rares pays dans le monde où les riches, où l'homme riche, s'enrichit grâce à la société, se gonfle ses comptes grâce à la société, mais il ne paye aucun fonction. Les villas luxueuses, les 1,5 million de logements et de résidences secondaires vivent en Algérie ne sont soumis à aucun impôt. Au pire encore, les députés du FNN et du RND se sont même opposés à la forte proposition de reversement de 20% des salaires des hauts cadres de l'État pour secourir la CNAS, la Caisse nationale d'assurance sociale, qui risque de faire faillite parce que dans quelques années, on ne fera plus de retraite. Malheureusement, la rue en Algérie, l'opinion publique, elle est manipulée par des diversions, elle s'occupe des trous, de la route, elle s'occupe des jupes des femmes, on porte des fatwas ridicules, et on n'a aucune culture économique, et cette loi elle est passée comme une lettre. C'est une loi très dangereuse. Pourquoi, Jamal? Et je ne vais pas monopoliser la parole, parce qu'il faudrait plusieurs émissions là-dessus, et c'est vraiment très dangereux. À partir du moment où on tue le pouvoir d'achat des citoyens, on arrête la croissance économique. Dans toutes les sociétés économiques modernes, c'est le pouvoir d'achat, c'est la consommation intérieure qui élève le pays, qui pousse l'économie, qui pousse la production. Restez avec nous, Abdou Semmar. Je reviens à vous dans un moment. Nous allons demander au spécialiste qui est avec nous. Je rappelle que pour Farhat Aïtali, ça arrive souvent, quand on annonce qu'on l'invite, on lui coupe le téléphone depuis l'Algérie. Sinon, Sari, Camille, au sujet de ces riches qui sont superbement ignorés dans cette loi de finances, dans le dispositif fiscal, comme nous le dit Abdou Semmar, pas d'impôt sur la fortune. Vous vouliez dire quelque chose sur ça? Oui, absolument. Moi, en 2008, dans une conférence de presse à Alger, j'avais prédit, malheureusement, j'aurais aimé vraiment me tromper. Camille Sari se trompe, c'est pas grave pour le monde. Mais malheureusement, les faits m'ont donné raison. J'avais dit que l'Algérie va épuiser ses réserves de change si elle continue dans cette perspective. Monsieur Ouhiya, à l'époque, il avait dit « mais nous avons 5 ans devant nous ». Mais j'ai dit « mais c'est pas comme ça qu'on raisonne. C'est pas parce qu'on a des réserves de change que ça va durer longtemps ». Et là, les chiffres actuels, on avait un budget qui dépassait 100 milliards dans les années fastes. Ouais. 100 milliards de dollars, c'est énorme. L'Algérie a dépensé 900 milliards en une quinzaine d'années. Ouais. C'est 5 fois le plan Marshall. Il n'y a aucun pays dans le monde qui peut investir autant d'argent
sans avoir des conséquences sur l'économie de façon extraordinaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, tout le monde connaît la réalité. Actuellement, le budget 2017, il est autour de 60 milliards de dollars, et une bonne partie, c'est du fonctionnement, c'est-à-dire 41 milliards. Le reste, les 20 milliards, c'est de l'investissement. Le déficit, il va être de 11 milliards de dollars, soit 8% du PIB. Et en 2016, ce chiffre, c'est-à-dire le déficit, 15%, c'est énorme. La norme en Europe, c'est 3%. Les recettes fiscales, ils sont que de 51 milliards. Et c'est là le problème. C'est que la fiscalité pétrolière qui représente 20 milliards de dollars représente l'essentiel. Ce qui se passe, c'est que les recettes d'hydrocarbures... Avec le manque à gagner, baissé, donc il y a moins de recettes. Ils ont baissé de 70% depuis juin 2014. C'est équivalent à la baisse du pétrole. Hein, oui, c'est corollaire. C'est proportionnel. La baisse du prix du pétrole, des recettes d'hydrocarbures, parce que l'Algérie exporte plus de gaz que de pétrole, a fondu de 70% depuis 2014. Tout ça, c'était prévu, je l'ai écrit, c'est-à-dire je ne l'ai pas dit dans un petit comité, je l'ai écrit, je l'ai dit dans beaucoup de médias internationaux, arabophones et francophones. Les réserves de change risquent de tomber à 60 milliards de dollars en 2018, d'après la Banque mondiale, c'est-à-dire. Et malheureusement, ça ne va pas aller en s'améliorant, parce qu'il y a deux effets très graves qui guettent l'Algérie. C'est l'épuisement dans les 10 années à venir ou 15 ans des ressources du sous-sol, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, etc. Il y a l'évolution démographique. On oublie toujours l'évolution démographique, qui est une donnée... C'est-à-dire l'augmentation des besoins. L'augmentation des besoins, il y a l'augmentation donc de la consommation d'hydrocarbures. L'Algérie va devenir importatrice d'hydrocarbures, de gaz surtout, parce qu'on a inonder les foyers de gaz, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais il y a beaucoup de... Il n'y a pas de ressources alternatives, il n'y a que ça. On a parlé de gaz de schiste, mais tout ça, c'est un petit peu... On a voulu noyer le poisson. Tout ça, c'était prévu, puisque nous l'avions dit avec les économistes spécialistes de l'Algérie, ça a été dit, redit, et ce sont des choix qui ont été faits, qui privilégiaient donc les importations, parce que quand on importe au prix de 100 et on peut vendre à 200, vu qu'on maîtrise l'ensemble de la chaîne, la douane, les rouages administratifs, donc il n'y a pas de problème. Donc on peut créer des oligopoles, etc. Bon, tout le monde sait comment ça fonctionne, je n'ai pas besoin de le dire puisque c'est la presse qui le dit, mais au lieu de la production. Parce que la production, ça demande beaucoup d'efforts, des risques, mais aussi... et on a même... J'étais sidéré de voir, et je l'ai dit dans la presse, comment on peut décourager les producteurs quand il y a eu les émeutes contre la hausse des prix de l'huile et des produits de première nécessité. On a attaqué les producteurs et on a dit non, ils vont parce qu'il y avait des producteurs locaux, c'est Vital, etc., pour ne pas les nommer, qui vendaient de l'huile moins cher que l'huile importée. Et on a voulu taper sur les producteurs nationaux, mais ça existe dans aucun pays. On privilégie, on va taper sur les importateurs, parce qu'eux, ils creusent le déficit. Parce que ce n'est pas n'importe qui l'importateur. Oui, bien entendu. Et on va... Aussi, les industriels, c'est pas les seuls citoyens. Hein. Donc, moi j'avais dit en 2008 que malheureusement, celui qui va payer la facture, c'est le peuple, l'ensemble du peuple. Les autres, ils ont déjà des avoirs à l'étranger. Plus proche de nous, Salih Camille, plus proche de nous, pour 2017, très court terme. Les restrictions budgétaires, les mesures d'austérité, qui ne sont pas seulement directes sur les budgets de fonctionnement, qui sont aussi projetés, qui ont déjà commencé sur les budgets d'équipement. Sur les gels, les arrêts, les ralentissements des investissements comme le métro, les bus, les barrages, les grands projets agricoles, tout ça, comment ça va se répercuter à terme
sur le pouvoir d'achat des gens? Il y aura déjà, c'est prévu, l'augmentation de la TVA, l'augmentation des taxes sur les hydrocarbures. Il faut aussi souligner que depuis 2 ans, les prix de l'essence, etc., ont augmenté de 40%. Quand on dit ça, on va dire « Ah oui, mais c'est les automobilistes, c'est des riches qui vont payer ». Non, ça impacte aussi les transports de poids lourds et le transport de marchandises. Ça va se répercuter sur les prix, bien entendu. Il y a un autre phénomène sur lequel j'ai beaucoup travaillé, je suis en pointe parce que c'est mes travaux universitaires. J'ai pas de mérite parce que j'ai fait ça dans un cadre universitaire pour avoir mon doctorat. J'avais pas travailler sur les taux officiels et les taux officieux du dinar. Oui. J'avais toujours dit, j'avais attiré l'attention sur le fait qu'il y a une spéculation très forte sur le marché noir des devises, ça cache une fuite de capitaux, c'est un catalyseur de ce qui se passe sur les marchés parallèles des marchandises et sur les fuites aussi en matière fiscale. Parce que le problème de l'Algérie, il ne faut pas taper sur les subventions, sur les effectifs, sur les salaires des fonctionnaires. Il faut pousser à ce qu'il y ait les riches payent l'impôt. C'est pas le cas, nous dit Abdou Sammar. Il ne paye pas l'impôt, il ne paye pas l'impôt sur la fortune. Oui, bien entendu. Il n'y a pas de retour sur investissement. Ils ne réinvestissent pas leur gain. Oui, j'avais proposé un impôt sur la fortune, sur le patrimoine. Parce que ça, on peut l'évaluer. On peut l'évaluer, mais ça ne va pas être suivi parce que si on sort la liste du patrimoine de tel ou tel, mais il faut le faire parce que c'est le seul. Même aux États-Unis, même Obama, il l'avait instauré partout dans le monde, il l'instaure même dans les pays les plus libéraux. Parce qu'il faut revenir à un système où les riches, mais pas seulement les riches, ceux qui ont les moyens payent des taxes. Il faut savoir que l'Algérie a porté pour 9 milliards de dollars dans les années 80-90 et c'est passé à 60 milliards de dollars. C'est énorme. Parce que, bon, évidemment, tout ça, ça alimente tout un marché. Et encore, ils puisent la moitié dans les réserves de change. Bien entendu, mais tout ça, ça dure qu'un moment, parce qu'il ne faut pas développer. Moi, j'étais pour qu'on réduise de façon drastique les importations de produits de luxe, qu'on mise effectivement sur les médicaments, et là tout le monde connaît la situation, sur les produits de première nécessité, mais qu'il y ait aussi un esprit patriotique pro-industrie et pro-production locale. Et on me dit, oui, mais la productivité en Algérie, c'est l'une des plus faibles parce que c'est l'héritage. C'est un peu comme si vous demandiez à des crocodiles de vous donner du lait. Restez avec nous, Camille. Sari. Bouzidi Chalalan, vous vouliez commenter, j'ai vu que vous vouliez intervenir. Non, je voulais juste intervenir sur, justement, encourager la production locale. Parce que quand on dit encourager la production locale, il faut que le produit soit vraiment produit localement. Oui. Et avant l'Algérie, la loi a stipulé et imposé aux industriels que 40% des intrants du produit fabriqué, soit locaux, du produit made in Algérie, fabriqué en Algérie, soit 40% des intrants soient fabriqués en Algérie, soit par des sous-traitants. Mais même le pain n'obéit pas à ces... voilà, donc à partir du... D'ailleurs, ça a été soulevé lors des débats de la loi de finances 2016, mais les gens qui ont soulevé ce problème n'ont pas été suivis, bien sûr, par les députés, parce que les députés sont manipulés par les riches, par les industriels et les hommes d'affaires. Du coup, il y a même une marque d'électroménager en Algérie qui importe un produit de luxe qui marche très bien en Algérie, c'est un produit 100% importé. Voilà. Ils ne mettent même pas les vis en Algérie. Ils l'importent dans sa boîte, ils le vendent. Et c'est un produit qui a le label Made in Algérie. Il est fabriqué en Algérie alors qu'il est fabriqué en Chine. Et ce produit, on peut l'acheter avec le crédit à la consommation. Donc le problème est là. Le problème, c'est pas de dire qu'il faut relancer l'investissement en Algérie. Je suis d'accord, il faut relancer l'investissement et la production en Algérie. Oui. Mais prenons l'exemple du Maroc. Il y a deux exemples concrets. Nous avons une usine Renault en Algérie, une usine Renault au Maroc. Les produits de l'usine Renault en Algérie sont uniquement destinés à la consommation locale. Oui. Mais les produits qui sont produits au Maroc, c'est des produits qui sont destinés à l'exportation. Oui, mais ce qui m'étonne aussi, c'est que ça, je l'ai dit dans la presse, pour ne pas la nommer, El Watan. Il faut regarder mon article, enfin l'interview dans El Watan à l'époque. J'avais dit ça ne marchera pas.
je l'ai dit. J'ai dit, le marché algérien, il est étroit, comme même à l'échelle du Maghreb. Il fallait imposer ou ne pas accepter que 25 000, production de 25 000 unités de véhicules pour le marché algérien uniquement, ce n'est pas rentable. Mais oui, nous savons très bien que c'était obligation, pour écouler la marchandise, ils font obligation au ministère, bien sûr, aux sociétés publiques, d'acheter ces véhicules, personne n'en veut. Non mais le malheur, c'est que je l'ai dit, j'ai dit pour que ça marche, il faut que l'État mette beaucoup d'argent. Je vais me permettre de vous interrompre parce que nous avons nos deux invités qu'on risque de perdre. Je vais revenir d'abord à Yamina Mghraoui. Yamina Mghraoui. Yamina Mghraoui, s'il vous plaît, est-ce qu'elle est avec nous? Yamina Mghraoui, concrètement, qu'est-ce que vous compteux organiser comme action pour vous faire entendre, la voix des plus faibles, des plus démunis, des travailleurs, des chômeurs? Oui, bien sûr, parce que je crois que c'est le moment propice, parce que les mesures antisociales que le pouvoir est en train de mettre en place, donc sont en quelque sorte ces mesures-là qui poussent les citoyens à réagir, parce que plutôt, donc les citoyens nous ont plus pouvoir envoyer leurs enfants à l'école, parce que c'est le problème de avec la cherté du gaz de l'agriculture, les familles vont retirer leurs enfants de l'école, les gens, donc les familles, les foyers vont s'embêter, ne vont pas pouvoir payer leurs factures d'eau, d'électricité, de loyer, donc il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les ingrédients pour que les gens vont réagir, vous comprenez? Donc je pense que ce pouvoir allait trop loin de se détruire, parce qu'on ne peut pas donner une autre signification à ce qu'il est en train de faire actuellement. Et il ne peut plus acheter la paix sociale comme avant avec tout ce que vous venez de dire et avec tout ce que le diagnostic est fait, on n'en parle plus. Maintenant, le plus important, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comment mettre justement un terme à tout ça. C'est d'abord, nous comme syndicat d'ailleurs, nous sommes bien placés, c'est notre mission de prendre des initiatives d'envergure qui ramèneraient, qui pourraient changer justement le rapport de force. Nous devrons, c'est notre mission, c'est notre stratégie, c'est vers ça que nous tendons comme syndicat. Merci Yamina Mghraoui, merci. Abdou Semmar, on m'a dit que vous ne m'entendez pas très bien, donc je vais élever le ton un peu. Abdou Semmar, vous avez parlé dans une vidéo que vous avez faite, très intéressante, qui a été vue un nombre incalculable de fois. Vous avez parlé de la répartition des budgets entre les différents départements ministériels. Vous pourriez nous en parler un peu? En fait, Jamel, en marge de l'adoption de la loi de finances, cette même loi, il va comprendre donc la répartition des budgets. Et donc, normalement, un pays en crise, Jamel, quand on voit le discours officiel de nos dirigeants, les compagnies, nous on croit que ça, ils ont pris conscience. Il faut normalement, face à une crise, il faut une nouvelle stratégie, de nouveaux changements. Malheureusement, c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que cette loi de finances perpétue les mêmes choix politiques et budgétaires du régime. À savoir, on donne le même budget à la présidence de la République, qui est pratiquement de 80 millions d'euros et qui n'est pas très loin du budget de l'Élysée, 5e puissance ou 6e puissance universelle, alors que le président est malade, il ne bouge pas, il ne fait absolument rien. Toujours 11 milliards d'euros sans aucun contrôle. Le plus qu'est-ce qu'on fait, Abdou Semmar? Qu'est-ce qu'on fait? On rigole ou la nindebou? Allô? Qu'est-ce qu'on fait quand on entend une telle nouvelle? On rigole ou la nindebou khdoudna? Le budget, c'est incroyable ça. C'est incroyable ce que vous nous dites. Il faut ni rigoler, ni désespérer. Il faut se mobiliser pour faire pression afin que le Grand Parlement se réunisse encore une fois,
change les termes de cette loi. Il faut arrêter de donner 2,5 milliards d'euros à un ministère du Moudjahidine qui ne rapporte rien à la société ou à l'économie algérienne. Il faut absolument qu'on s'explique que le ministère de la Culture n'ait que 160 millions d'euros. Il n'est pas normal que la présidence de la République, avec un président malade, dispose de 80 millions d'euros. Il n'est pas normal que la société civile, les acteurs de la société civile ne soient pas associés à l'élaboration des choix financiers, qui sont des choix hyper importants. Et les autres ministères, Abdou Sammar, que vous pourriez nous signaler, dont les budgets sont outranciers, anormaux? Je vous prends un exemple. Il faudrait additionner le budget du ministère de l'Industrie, celui du transport et des travaux publics, plus celui du commerce, et pour atteindre à peine 60% ou 70% du budget du ministère du Moudjahidine. La question qui se pose, comment en 2017, dans un pays en crise, et qui manque d'investissement, et qui manque d'infrastructures pour attirer les investisseurs, quels sont les secteurs qui font du boulot, de la richesse et des emplois? Celui du Moudjahidine ou celui du commerce, de l'industrie, des travaux publics et du transport? C'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Donc, on nous dit qu'ils sont en crise. Réellement, l'Algérie n'est pas en crise, Jamel. L'Algérie, on la plonge dans la crise. Elle est en crise de compétences et de sérieux. Voilà, on a des dirigeants qui sont complètement inconscients. Aujourd'hui, il faut ouvrir un débat national. L'argent du pays n'a pas à être géré dans l'opacité. Nous devons, nous, notamment les jeunes Algériens, être un partenaire. Il faut arrêter, il faut qu'on nous explique comment l'armée algérienne, et moi j'habite à Alger, et je profite de votre antenne pour lancer un appel. À quoi ça sert de donner à notre armée pendant 15 ans des énormes budgets? Où sont partis 6 milliards de dollars? On ne sait même pas fabriquer encore un pistolet. En 10 ans, on leur a donné chaque année 10 milliards. Et on importe encore. On a importé en une dizaine d'années pour 100 milliards d'équipements militaires de dotation, dont une grosse partie est en train de rouiller. Donc tu imagines, Jamel, avec cet argent, si on avait fait des projets économiques, si on avait construit des plateformes de logistique offshore, si on avait fait des grands ports, qu'est-ce qu'on aurait pu faire comme université, comme recherche, qu'est-ce qu'on aurait pu faire comme zone industrielle, et des zones franches, etc. C'est un argent fou. Aujourd'hui, j'espère, Abdou Sammar, que vous n'allez pas avoir des ennuis pour ce que vous venez de dire. J'espère qu'on reverra bientôt. Merci Abdou, merci Yamina Mghraoui. Il ne reste plus beaucoup de temps. Je reviens à Sali Kami. Un commentaire sur ces ahurissantes nouvelles qu'on vient de nous donner. Moi, sincèrement, je ne pense pas que ça relève de l'incompétence ou de l'inconscience. C'est voulu. C'est voulu. Ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont eux-mêmes assis. Oui, mais ils ont des placements à l'étranger, donc ils sont à l'abri du besoin. Ils sont tranquilles. Moi, j'ai 2 exemples. Avec une société de conseil, on a proposé à des banques algériennes des logiciels qui détectent le blanchiment d'argent. Ça a été refusé, bien entendu, parce qu'il n'y a pas intérêt. Et un deuxième exemple, c'est imposer le paiement par chèque et des virements pour un petit peu juguler tout ce marché noir. Tout ça, c'est voulu, parce que si on informatise, parce qu'il y a des ressources. Moi, j'ai enseigné, comme vous l'avez dit, en Algérie. Il y a des jeunes qui sont d'une... Savez-vous que mon site internet a été géré par une filiale d'un franco-algérien à Béjaïa. C'est-à-dire, c'est à Béjaïa, il y avait des cerveaux qui géraient mon site à distance, et ils faisaient de la formation. Il y a des gens très compétents en Algérie. Hein, et je reviens à l'avenir, j'ai toujours plaidé pour une diversification de l'économie, de ne pas s'appuyer uniquement sur les hydrocarbures. L'Algérie exporte 98% en hydrocarbures, le reste c'est des dattes et puis quelques... C'est le seul pays au monde qui a une monoressource. Voilà, et j'avais dit c'est dangereux, j'avais dit ça il y a 20 ans, j'ai dit il faut vraiment le faire maintenant parce qu'après ça sera trop tard. Et quand je parle de la production nationale, évidemment qu'il y a des critères simples à appliquer, c'est le taux d'intégration, c'est de dire... le produit, il est made in Algérie ou fabriqué en Algérie,
du moment qu'il occupe 40-50% de composants fabriqués en Algérie et développer les PME, PMI avec la création de 300 000. Nous avons évalué avec le Conseil des PME, il faut créer 300 000 PME en Algérie. Il faut encourager tous ces industriels, mais il faut créer un environnement, bien évidemment, et puis décourager les importations, et puis taxer un certain nombre de produits. Merci Sari Kami. Bouzid Chalel, ces chiffres que nous a donné Abdou Sammar, 4 ministères qui ont le budget du ministère du Moussaïdine, l'armée qui... Et on doit poser la question sur le nombre de Moudjahidines qui existent en Algérie après 55 ans après l'indépendance. Oui, hein. oui. Bah, si on fait le calcul... Donc, on parle de 800 000 à peu près. Bah oui, on dit que déjà, de 62 jusqu'à 2016, il y a 54 ans, et un Moudjahid qui va prendre les armes, allez, on va exagérer, il aura 15 ans. Oui. Donc il y a 800 000 Moudjahidines qui ont 70 ans, mais c'est pas possible. Oui. C'est incroyable, oui, on comprend rien. Après, c'est justement un moyen pour les gens d'avoir d'autres ressources, bien sûr en trafiquant des papiers, etc. De toute façon, c'est très connu en Algérie, oui, c'est une pratique qui s'est généralisée malheureusement. Donc du coup, je pense qu'il est temps comme dit Abdou Sammar, justement de débattre sérieusement la problématique économique en Algérie. Comment faire pour susciter un vrai débat de vraies élites algériennes sur ces questions qui sont complètement absentes? Je pense qu'avant d'appeler l'élite ou provoquer quelconque débat national, il faut un élément déclencheur. Et cet élément déclencheur, je pense, c'est le peuple qui est absent dans l'échiquier. C'est un vrai problème. Totalement absent. Parce que le peuple qui ne réagit pas après l'adoption d'une telle loi de finances c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas ressenti les effets encore. Non, ils ont commencé à ressentir les effets. Si, juste après la loi de finances 2016, ils ont commencé à ressentir ça avec les factures d'électricité qui ont carrément doublé ou triplé. Oui. Ils ont commencé à ressentir ça. Les gens, quand tu parles avec les gens dans la rue, ils te disent tous on est contre. Mais concrètement, sur le terrain, pourquoi vous n'investissez pas les rues pacifiquement pour dire non à ça ou à ça? C'est ça le vrai problème. Je pense pour qu'il y ait un vrai débat, il faut que les gens déjà, la population, le citoyen qui est saigné, il faut qu'il réclame ses droits et son droit de vivre. Merci Bouzid Chalel, merci Sari Kami, merci Abdou Sammar, merci Amina Mghraoui. Désolé pour Aït Ali Farhat qu'on aurait voulu avoir avec nous, mais qu'on n'a pas pu rejoindre. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, b'salama.